Bonjour, bonjour. Normalement, je suis en ligne donc en direct sur Instagram, Facebook et YouTube. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente de faire ce live avec vous. On en a déjà fait deux, du coup, la semaine dernière, juste avant Noël. Et on se retrouve aujourd'hui, après Noël. Je voudrais savoir déjà comment vos fêtes se sont passées. Et surtout, on va parler des crises, des tempêtes émotionnelles. J'ai mis crise un peu, d'ailleurs, j'ai mis entre guillemets parce que j'aime pas trop les appeler comme ça. C'est plutôt des débordements d'émotions, des tempêtes émotionnelles. C'est plutôt comme ça que je les vois. Et justement, je voudrais vous dire un petit peu, vous donner quelques astuces. Parce que effectivement, il y en a beaucoup à un certain âge. Ça peut être à la maison, ça peut être en plein magasin, ça peut être dans la rue, à l'école, lors d'un repas de famille, peut-être lors d'un repas de famille de Noël, par exemple. Et du coup, voilà, on va voir un petit peu comment y faire face et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? Bonjour Lorena, merci pour ce partage, merci à toi d'être là, merci. Alors médecine, est-ce que vous pouvez juste, parce que j'ai pas l'habitude d'être en direct sur Instagram notamment par exemple, du coup, attendez, hop, normalement, est-ce que vous me voyez bien? Alors je vois que vous me voyez bien sur YouTube, sur Facebook, super, et hop, attendez, hop, tac. On va mettre ça aussi sur Instagram et on va commencer tout de suite. Tac. Ajouter un titre. Normalement sur Instagram. Est-ce que vous me voyez bien sur Instagram? Vérification de la connexion. Bonjour à tous. Voilà, je suis en direct sur Instagram. J'étais pas sûre. En fait, je l'étais pas. Excusez-moi, j'ai mis 2 minutes à arriver sur Instagram. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous me voyez bien sur Instagram, s'il vous plaît? Kautar qui me dit mon fils est hyperactif, aidez-moi. Alors ça tombe bien, j'ai aussi un enfant hyperactif, donc on est bon. Alors, merci déjà pour votre présence. Coucou. Donc j'ai l'impression que ça marche. Ok. Donc on est bon. Je disais sur Facebook et YouTube, j'y suis en même temps que sur Instagram et je disais que j'ai mis stop aux crises, mais j'ai mis entre guillemets parce que effectivement, j'aime pas trop les appeler des crises. C'est plutôt des débordements d'émotions, des tempêtes émotionnelles. Et c'est vrai que nos enfants en ont beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que dans crise, on a un petit peu, il y a un peu la connotation de caprice. Et nos enfants ne font pas de caprice. Le caprice, c'est un peu connoté manipulation. Je fais exprès pour obtenir l'attention, pour obtenir quelque chose que je veux, etc. Et c'est pas juste, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils réfléchissent. C'est juste un moyen de communication qu'ils ont, de crier, de pleurer, de peut-être de taper des fois, de se rouler par terre, etc. Faut le voir comme un mode d'expression plus que comme une manipulation ou quelque chose de volontaire qu'il ferait pour obtenir quelque chose. Donc du coup, voilà un petit peu déjà en préambule ce que je pouvais dire sur les crises, entre guillemets. Il y a Lily qui me dit « Mon enfant est hyperactif et hypersensible ». Ça marche. Ok. Bon, on va répondre. Si vous avez des questions, évidemment, merci Léa. Merci Isabelle, bonsoir Isabelle. Si vous avez des questions, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube, surtout mettez-les moi dans le chat et j'y répondrai. Alors déjà, ce que je voulais vous donner déjà quelques petites astuces sur les crises, les tempêtes émotionnelles pour essayer de bien les vivre et de faire en sorte d'apaiser notre enfant un peu plus facilement que ce qu'on a l'habitude de faire. La première astuce, je vais pas y aller par 4 chemins. La première astuce pour moi, c'est vraiment d'essayer. Et je dis pas que c'est toujours possible, mais quand je le fais, vraiment, ça m'aide à avoir beaucoup plus de légèreté dans ma réaction et envers la situation. La première chose, c'est vraiment d'essayer de
au moment où il y a la crise, la tempête émotionnelle, votre enfant crie, se roule par terre, hurle juste avant de partir à l'école ou quoi que ce soit, essayez de regarder votre enfant avec un œil extérieur, comme si vous n'étiez pas dans la situation, que vous n'étiez pas dans la scène, mais que vous étiez comme le narrateur de l'histoire. Vous êtes celui qui a un point de vue, comme quand on lit un livre, on peut être un personnage du livre et un personnage de l'histoire qui vit la situation, les émotions, etc. Et puis on peut être aussi le narrateur qui, lui, décrit ce que les personnages vivent, mais lui, il ne le vit pas. Et donc, il a plus de recul, il a un peu de hauteur par rapport justement à la situation. Et je ne dis pas que c'est toujours possible, mais quand on y arrive, bah franchement, ça change tout. Ça change vraiment notre angle de vue, c'est exactement ça. Ça change notre perception de la situation. Et moi, quand j'arrive à le faire, je ne dis pas que j'arrive tout le temps, mais quand j'arrive à le faire, bah en fait, généralement, je rigole de la situation. Ça me fait rire. C'est comme si je me voyais un peu genre à 50 ans, où je me revois avec... c'est comme si je voyais une vidéo de moi à 20 ans alors que j'ai 50 ans, ou à 20 ans ou à 30 ans. J'ai encore 20 ans dans ma tête, mais on va dire que j'ai 35 ans, à vrai dire. Mais non, j'ai 20 ans dans ma tête. Mais du coup, c'est comme si j'avais 50 ans et que je revoyais une vidéo de moi à 35 ans en train de galérer face à mon enfant de 5 ans ou 2 ans qui veut absolument pas mettre ses chaussures, qui fait qu'on va être en retard à l'école, etc., etc. Et du coup, bah, ça me fait rire parce que quand j'aurai 50 ans, cette situation, elle me fera rire. C'était juste des problèmes, je verrais ça comme des problèmes mineurs où je me dirais, mais il est trop mignon en fait quand il pleure, quand il crie, etc. Et donc ça m'aide finalement à voir la chose avec beaucoup plus de recul, avec un peu de légèreté en me disant, finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que oui, quand on est un personnage et qui vit les émotions, la situation à 100%, ouais, c'est galère, on est en retard, etc., etc. Mais quand on prend un peu de hauteur, franchement, des fois, ça me fait rire de voir que on est sans dessus dessous, on est rouge avec nos gros manteaux. Enfin, vous voyez un peu la situation. Et du coup, ça vous aidera à prendre, à avoir un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Donc ça, c'est une première chose. Et encore une fois, je dis pas que c'est du 100%, mais quand on y arrive, franchement, ça change notre perception complètement. Donc ça, c'était une première astuce. Ensuite, une deuxième astuce, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, vraiment hyper important et qu'on perd trop de vue en tant que parent, parce qu'on est dans le quotidien et on perd de vue l'essentiel dans l'éducation qu'on donne à nos enfants et dans la relation qu'on est en train de créer avec eux. Cette deuxième astuce que je voulais partager avec vous, c'est de toujours envisager chaque tempête émotionnelle de notre enfant comme une opportunité pour lui d'apprendre et comme une opportunité pour nous d'enseigner quelque chose à notre enfant. Donc, votre enfant, vous êtes en plein magasin, ok, et il veut absolument un paquet de chocolat, voilà, et vous lui avez dit non. Et donc là, hurlement, il est hyper frustré parce que lui, il se voyait déjà avec il avait le paquet de chocolat en main, il se voyait déjà en train de croquer dans le chocolat, et vous arrivez, vous lui prenez le paquet, ou vous lui dites, bah non, en fait, tu vas pas du tout croquer dans ces chocolats-là. Et lui, il était à 100% là-dedans, il était sûr qu'il allait pouvoir le faire, il se posait même pas la question, il était dans la situation, en train de croquer dans les chocolats. Et vous venez briser son rêve, en quelque sorte. Il faut bien le voir comme ça. Je n'exagère pas du tout, mais alors vraiment, je n'exagère pas du tout quand je dis que vous brisez son rêve. C'est-à-dire qu'il est à 100% dans un rêve, à ce moment-là, en train de se projeter, en train de croquer dans ses chocolats. Et donc, vous l'empêchez, en quelque sorte, de vivre quelque chose qui le fait rêver. Donc pour lui, c'est terrible. Ils ont cette capacité, je le dis souvent, ils ont cette capacité à vivre l'instant présent. Et donc à cet instant présent, il n'y a plus que les chocolats qui comptent, d'accord? Et donc nous, on vient briser un peu ce rêve en lui disant non, tu n'auras pas le paquet de chocolat. Donc forcément, il peut se rouler par terre, il peut, enfin je dis il,
bon, on se comprend, hein, il ou elle, mais bon, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais votre enfant, du coup, il peut se rouler par terre, il peut crier, il peut être déçu, il peut peut-être vous taper, il peut lancer le paquet de chocolat. Enfin voilà, on imagine toutes ces réactions un petit peu impulsives qu'ils peuvent avoir. Et à ce moment précis, dites-vous, ok, déjà, première chose, faites abstraction, et ça, on en a parlé dans le live de la semaine dernière, faites vraiment abstraction du regard des autres. Dites-vous que chaque personne qui est autour de vous dans ce magasin, chaque personne qui en tout cas a eu des enfants, est passée par là au moins une fois. C'est impossible, le contraire est impossible. Et même s'ils vous regardent de travers, même s'ils vous font une réflexion, il fait du bruit ou je sais pas quoi, dites-vous qu'ils ont oublié, parce qu'ils sont forcément passés par là s'ils ont eu des enfants. Voilà, tout enfant a au moins à des crises comme ça, à des tempêtes émotionnelles comme ça. Donc dites-vous qu'ils sont passés par là. Donc faites abstraction de ce regard-là. On en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir sur comment faire abstraction du regard des autres, mais ça c'est vraiment important pour vous permettre de vraiment être connecté à ce que votre enfant vit et pas être connecté à ce que l'entourage, les inconnus autour de vous peuvent penser de la situation, peuvent penser de vous, peuvent vous juger, etc. Donc ça, c'est une première chose, faire abstraction. Et la deuxième chose, c'est vraiment de vous dire, ok, mon enfant là, il hurle, il crie, il n'est pas content, il a jeté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a envie que je lui enseigne? De quoi il a besoin comme enseignement à ce moment précis? Rappelez-vous que cette tempête émotionnelle, c'est une opportunité de lui enseigner quelque chose. Chaque tempête, et je le répète parce que c'est vraiment hyper important, chaque tempête émotionnelle est l'opportunité pour lui d'apprendre quelque chose et l'opportunité pour vous de lui enseigner quelque chose. Il a 1 an, il a 2 ans, il a 6 ans. Il est là pour apprendre. Il ne demande que ça. Apprendre, apprendre, apprendre. Tout pour lui est nouveau. Et tout pour lui a une importance démesurée, en tout cas par rapport à nous, ce qu'on vit. Et donc, dites-vous à ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut apprendre? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il hurle parce qu'il veut un paquet de chocolat, il veut apprendre. Ce qu'il veut apprendre, qu'est-ce qu'il veut apprendre? Ce qu'il veut apprendre, c'est à supporter la frustration. À supporter la frustration de ne pas avoir ce paquet de chocolat. La première chose que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est d'abord lui apporter un réconfort physique ou moral. Ça, c'est la première chose. Donc, de lui dire, OK, de lui montrer, s'il est en train de crier, ça sert à rien de lui parler, mais en tout cas, de lui montrer que vous êtes là et d'avoir même une posture enveloppante, peut-être le prendre dans les bras. S'il veut pas, au moins, vous êtes là. Vous êtes là pour lui. Vous lui montrez que vous êtes là, même si vous lui dites pas parce qu'il vous entend pas, hein, il a des bouchons dans les oreilles. Donc, ça sert à rien de lui parler à ce moment-là. On lui parlera après, vous verrez. Mais en tout cas, tout de suite, montrez-lui que vous êtes là, qu'il n'est pas tout seul. Parce que lui, à ce moment-là, il ne sait pas quoi faire de cette frustration, de cette émotion qui l'envahit et qui lui fait presque peur. Il ne sait pas quoi en faire. Il est là avec. C'est comme s'il avait une bombe dans les mains et il est là. Maman, papa, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je ne sais pas. Donc, je hurle, je me roule par terre. Donc, il a besoin d'aide à ce moment-là. Il a besoin de notre présence pour aussi l'apaiser, le guider. Donc, montrez-lui ou dites-lui à votre façon que vous êtes là. Ça, c'est la première chose à faire. Après avoir pris le recul sur le regard des autres, etc. Ensuite, la deuxième chose, excusez-moi, c'est qu'une fois qu'il est redescendu, une fois qu'il est apaisé, que éventuellement vous l'avez aidé à souffler, vous l'avez aidé à peut-être s'asseoir par terre plutôt que de courir dans tous les sens. Voilà, vous l'avez aidé à s'apaiser. Il est devenu un peu plus calme, un peu plus zen. Montrez-lui à ce moment-là, dites-lui par contre, parce que là il est attentif à nouveau, dites-lui que vous avez compris ce qu'il voulait. Parce que nous, ce qu'on a fait là, je vous repeins la situation. Il a le paquet de chocolat dans les mains, nous on débarque et on lui dit non, tu n'auras pas ce paquet de chocolat. On n'a pas commencé par lui dire ce paquet de chocolat, t'en as vraiment envie, hein. Ça te donne envie de dévorer les chocolats. Tu crois qu'ils sont bons, ces chocolats? Ils sont. Alors, il y a combien de pourcents de cacao? Ça, on aurait pu le faire, mais on l'a pas fait parce que, voilà, on est dans le rush des courses, etc. Donc, ok, on l'a pas fait. Donc, on a eu la crise. Pour anticiper, on aurait pu faire comme là, juste, je viens de vous dire. Mais on l'a pas forcément fait parce qu'on n'a pas toujours cette présence d'esprit.
Donc, on a éventuellement, voilà, c'est les cris, les pleurs, etc. Et à ce moment-là, du coup, il faut l'apaiser. Donc, on en est là, à ce moment-là, une fois qu'il est apaisé, montrez-lui que vous avez compris qu'il avait terriblement envie de ces chocolats. Donc, dites-lui, tu as très, très envie de ces chocolats. Ils sont au chocolat au lait, en plus, comme tu aimes. C'est ce que tu préfères, je crois, hein, les chocolats au lait. Ouais, d'accord. Moi, je comprends. En plus, là, il y a un petit bonhomme sur le paquet. Oh, bah, dis donc, il doit te donner. Il est drôle, ce petit bonhomme tout rouge, etc. On dirait qu'il a mangé beaucoup de chocolat, etc. Bon, voilà. Vous apaisez le truc et vous lui montrez surtout que vous avez compris qu'il en avait envie. Parce qu'il a besoin de se sentir compris. Et c'est ça, réellement, qui va lui permettre de s'apaiser. Et après ça seulement, vous pouvez lui enseigner quelque chose. On en revient à cette... ce que je disais, c'est que chaque tempête émotionnelle est une opportunité d'enseigner quelque chose à notre enfant. Et c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez lui enseigner quelque chose. Du coup, vous pouvez lui dire, OK, bah tu vois, la dernière fois, le paquet de chocolat, j'étais d'accord pour que tu le prennes. Je t'ai dit, OK, je suis d'accord. Mais là, cette fois, je suis pas d'accord. Et tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Eh ben parce que même si je comprends que tu en as très, très envie, bah, je suis pas d'accord cette fois parce que, tu sais, c'était Noël il y a 3 jours et on a des chocolats à la maison parce que tu te souviens, papy et mamie nous ont offert une boîte de chocolat. Dis donc, ils sont drôlement bons ces chocolats, on en avait goûté. Si tu veux, on rentre à la maison et puis tu pourras en avoir un de ce paquet-là parce qu'on en a déjà à la maison. Et que en plus, je suis sûre qu'ils sont encore meilleurs que ceux-là dans le magasin. D'accord? Donc en fait, vous lui enseignez quelque chose, de lui montrer que des fois c'est OK et des fois par contre, bah, c'est pas OK. Et vous avez une bonne raison aussi. Parce que j'imagine que ce qui est important, c'est toujours d'avoir, sans avoir une explication qui fait 10 minutes, parce que notre enfant, il n'a pas besoin d'une explication de 10 minutes, mais il a besoin de comprendre le sens derrière le nom que vous lui avez adressé. Il a juste besoin de comprendre. Oups, pardon, désolé, ça bouge un peu la caméra. Donc du coup, voilà, dites-lui voilà, ce genre de réaction. Et puis après, vous pouvez lui dire, mais tu te souviens le paquet de chocolat de papy et mamie? Et hop, on passe à autre chose. On va en manger quand on va rentrer à la maison, etc. Donc on redirige et on redétend vraiment l'atmosphère pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Vous voyez un peu les différentes étapes là qu'on peut avoir. Et la première, enfin tout ça, c'est possible uniquement si on arrive à se détacher du regard des autres. Hein. Ça, c'est vraiment le préalable indispensable. Ça, c'est clair. Et là, on est tous sujets à ça. On peut pas être complètement détaché, mais il y a des façons d'y arriver. Et donc, on en avait parlé la semaine dernière. Mais donc, du coup, là, dans ce que je viens de vous décrire un peu, bah, vous n'êtes pas énervé, vous n'allez pas crier, et vous avez surtout enseigné quelque chose à votre enfant. Quelque chose qui va rester. C'est de lui enseigner la tolérance à la frustration et la capacité à supporter le fait que bah, des fois, c'est OK. C'est-à-dire que des fois, on dit oui et des fois, on dit non. Et il y a un sens derrière ce non. Voilà. Je vais reprendre, je vais regarder un petit peu vos questions parce que du coup, j'ai vu que ça défilait un petit peu là sur Facebook et YouTube. Alors, attendez, j'essaye de rester dans le champ sur Instagram aussi. Alors, sur Instagram, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a par contre pas mal sur Facebook et YouTube. Donc, je vais les prendre. Est-ce que, Kautar, si tu as... excuse-moi, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. En tout cas, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser. Bonsoir Sakina, merci. Merci beaucoup. Super, bonjour Isa avec qui on a échangé tout à l'heure, Isabelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. MP qui me dit, depuis la naissance de notre fils, notre fille de 3 ans crie et pleure durant 1 heure à chaque réveil durant la nuit. Oui, depuis la naissance de son petit frère, donc, si je comprends bien. Ouais. Bon, alors ça, c'est typique. C'est-à-dire que elle avait le monopole, jusque-là, ta grande. Elle avait le monopole. Elle avait le monopole de l'attention, de l'amour, de tous les gestes d'affection, etc. Et de tous les regards de ses parents. Ses parents n'avaient Dieu que pour elle. Elle était toute seule. Elle avait toute la place, tout le champ. Elle prenait, voilà, toute la place. Et là, du coup, aujourd'hui, bah, il y a la naissance de son petit frère. Et c'est forcément difficile à vivre. Alors,
Il y en a qui l'expriment. Là, tu vois, tu me dis qu'elle l'exprime en pleurant pendant 1 heure à chaque réveil pendant la nuit. Il y en a qui l'expriment en tapant le petit frère, par exemple, en le pinçant, voilà, en ayant un peu d'impulsivité envers ce petit bébé. Il y en a qui vont faire des crises, des tempêtes émotionnelles pour un rien, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque petite contrariété devient un drame, effectivement, encore plus avec quand ils sont dans des moments comme ça en fait, elle doit trouver sa place. Donc pour elle, c'est une période difficile. Elle doit trouver sa place avec ce petit frère qui vient lui faire de la concurrence. Avant, elle avait le monopole, maintenant, elle doit partager la scène et c'est un peu difficile. Alors chacun l'exprime à sa façon. Mais ça, c'est clair, c'est quelque chose, alors d'abord qui est normal, il faut te dire qu'il n'y a rien de plus normal. Et d'ailleurs, tu as repéré que c'était depuis la naissance de son petit frère, donc c'est vraiment lié à ça. Alors ça peut être des fois un petit peu avant la naissance parce qu'elle sent qu'il y a des changements, maman regarde son ventre, elle passe beaucoup de temps peut-être un peu plus fatiguée, etc. Et tout ça forcément peut jouer donc déjà avant la naissance. Mais c'est vrai qu'à la naissance, bah, c'est vraiment un changement radical pour l'aîné. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à lui montrer qu'elle a toujours, que tu l'aimes toujours autant, que tu as toujours autant d'amour pour elle, qu'elle compte toujours autant, que oui, il y a un petit frère maintenant qui crie, qui pleure et qui a besoin d'attention, mais que tu aimes toujours autant ta grande fille de 3 ans. Et surtout, au-delà de ça, au-delà de lui montrer, de lui dire ton amour, c'est vraiment d'essayer quand même de passer du temps avec elle et du temps exclusif. Du temps exclusif, c'est pas on est dans le salon, on fait un petit jeu et il y a le bébé qui peut à tout moment se réveiller. Parce que elle, ta fille de 3 ans, elle sait que tu es en train de jouer avec elle, mais que dès que le petit frère va se réveiller, tu vas accourir là-bas. Et donc, elle sait qu'à n'importe quel moment, elle peut être coupée de cette relation avec toi. Donc, c'est pas un temps exclusif. Or, ce dont elle a besoin, c'est vraiment un temps exclusif avec toi. Et ça fait toute la différence. Ça veut pas dire une demi-journée, parce que si tu as un petit bébé, tu vois, j'imagine bien que... c'est-à-dire qu'en fait, si tu as un petit bébé, peut-être que tu l'allaites. Enfin voilà, un petit bébé, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Mais même si tu l'allaites pas, même si il est nourri au biberon, il faut quand même, voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc, ça veut pas dire passer une demi-journée avec ta fille chaque samedi, c'est difficile. Mais juste, par exemple, te dire, OK, viens, toutes les deux, on a 1 heure là, on va aller se promener, on va peut-être au parc, peut-être faire le tour, juste se promener en forêt toutes les deux. Mais un temps exclusif à 2. Et il n'y a pas le bébé, tu arrives à le confier peut-être 1 heure. Tu vois, 1 heure, c'est pas grand-chose. C'est gérable 1 heure. Après, une demi-journée, c'est autre chose. Mais tu vois, ta fille, 1 heure, juste avec toi, en faisant quelque chose qu'elle aime. Par exemple, tu as envie d'aller voir les décorations de Noël. Allons-y tous les deux, toutes les deux. Ça demande peut-être une demi-heure aller-retour si le centre-ville est à côté, tu vois, je dis n'importe quoi, mais et dis-lui que toi, tu en as envie. Dis-lui, ouais, j'ai envie de sortir avec toi, juste toutes les deux. On y va. Vas-y, on s'habille et hop, on y va. Tu vois, elle a besoin de voir que toi aussi, tu en as envie. Et tout ça, toutes ces petites attentions-là qu'elle n'a sans doute plus aujourd'hui, le fait de voir que tu en as conscience et que toi aussi, tu en as envie, eh ben, ça va la rassurer sur tout l'amour que tu lui portes et sur la place qu'elle a dans cette famille. Elle a besoin de trouver sa place, parce que sa place change évidemment avec ce petit bébé. Donc voilà, MP, j'espère... elle semble avoir besoin de nous, mais nous repousse et n'écoute rien, on ne sait plus quoi faire. Bien sûr qu'elle vous repousse parce que elle sait pas comment faire, mais tu le sais, tu vois. Dans le fond, tu me dis, elle semble avoir besoin de nous. Bien sûr qu'elle a besoin de vous. Et tout ça, de toute façon, dis-toi que c'est un passage obligé, qui est plus ou moins intense selon les enfants. C'est peut-être très intense chez ta fille. Moi, chez mon grand aussi, c'était assez intense à la naissance de son petit frère Gaël. Et c'est vrai que, tu vois, si c'est intense chez elle, elle te repousse, mais je vois que tu as déjà cerné le fait qu'elle semble avoir besoin de nous, c'est que tu le sens qu'elle en a besoin. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette compréhension de l'enfant, de ce qu'il vit, tu vois, de ton aîné en l'occurrence, là, par rapport à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, etc.,
juste le fait d'avoir cette compréhension de ce qu'elle vit, même si évidemment toi aussi tu vis des choses avec la naissance du bébé, les hormones, etc. On vit des choses hyper intenses, mais plus tu prendras soin, entre guillemets, de ta grande, plus ce sera facile de t'occuper de ton bébé, parce qu'elle, elle sera rassurée, donc elle sera plus agréable à vivre, elle vivra mieux les choses, elle sera plus agréable à vivre aussi pour vous, en tant que parent, et du coup tu auras plus de facilité et de temps aussi pour ton bébé, parce qu'elle pourra être plus autonome, etc. Et dis-toi que cette phase, c'est un passage obligé, comme je disais, et surtout, ça va l'aider à grandir. C'est peut-être douloureux, mais ça va l'aider à grandir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et valorise-la sur le fait qu'elle est grande. Que le bébé, moi, je me souviens, Léo, je lui disais beaucoup, oui, mais ton petit frère, c'est vrai que si ça, enfin, tu vois, il se plaignait parfois de son petit frère, etc. Mais en attendant, ton petit frère, il sait pas parler, ou il sait pas construire une grande tour comme ça. Il sait pas encore. C'est un bébé, il va apprendre. Alors que toi, tu sais parler, tu sais faire des grandes tours, construire voilà, faire des choses. Les valoriser sur le fait que, ils sont grands, et c'est super d'être grands. Voilà. Parce que des fois, ils ont envie de redevenir bébé pour qu'on s'occupe d'eux, comme le petit qui vient d'arriver. Donc, valoriser le fait qu'eux, ils font plein de choses super parce qu'ils sont grands. Donc, ils vont avoir encore plus envie de grandir, etc. Et ça, dans le programme en ligne que j'ai créé, Le Bonheur en Famille avec Montessori, ça, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment une approche, c'est vraiment la pensée de Maria Montessori. C'est vraiment une approche, vous voyez, qui est empreinte de bienveillance et d'un regard différent sur l'enfant. Quand on est dans notre quotidien, quand on est influencé par l'éducation un peu traditionnelle, un peu plus classique, qu'on a reçue, qu'on voit autour de nous, etc., c'est un petit peu les automatismes qu'on a, et on réagit un peu en mode pilote automatique avec nos enfants. Et c'est naturel, hein, évidemment. Mais quand on arrive, quand on s'est imprégné des valeurs de la pédagogie Montessori et de la pensée de Maria Montessori, cette pensée-là, ces réactions que je viens de vous décrire, elles deviennent naturelles. On n'est plus en mode pilote automatique, à être un peu dans le conflit, à vouloir être dans la menace, dans la punition, dans alors, c'est des mots forts, hein, mais pas forcément une humiliation en tant que telle, mais vous voyez, des sortes on appelle ça des VEO, les VEO, les violences éducatives ordinaires, c'est de vouloir régler tout ça très vite et de dire non mais écoute là, c'est bon ta crise, hein, tu vas dans ta chambre, on n'en parle plus. Non, ça demande un peu plus cette empathie là, elle demande un investissement au début, un peu d'investissement de temps, de ressources aussi psychologiques de notre part, mais une fois qu'on s'est imprégné de ces valeurs là, elles sortent un peu naturellement de nous et on arrive beaucoup plus facilement à être en mode pilote automatique, mais avec bienveillance, avec empathie envers notre enfant. Et du coup, les conséquences derrière, c'est qu'on a beaucoup moins affaire à des tempêtes émotionnelles, à des pleurs, des cris, vous voyez, des conflits même entre frères et sœurs, etc. Parce que les réponses qu'on apporte à nos enfants les apaisent, les rassurent. Et donc, ils sont plus autonomes, ils développent leur confiance en eux. Et l'ambiance à la maison, l'ambiance est beaucoup plus zen du coup. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Et moi, quand je me suis formée à la pédagogie Montessori, j'ai remarqué vraiment la différence. Enfin, c'était incroyable, en fait, de voir la différence sur la relation que j'avais avec mon fils, parce qu'au début, il était tout seul. Et je me disais, mais c'est incroyable. C'était un peu magique, en fait, de voir l'impact que ça avait sur lui. Je le voyais beaucoup plus apaisé. Et moi, je me sentais beaucoup plus sûre de mes choix, beaucoup plus droite dans mes baskets, je me sentais plus compétente aussi en tant que maman. Et ça faisait du bien, en fait, tout simplement, de savoir que je faisais les bons choix et que j'avais les bonnes réactions, il y a plein de bonnes réactions possibles, mais que j'avais la réaction dont mon enfant, en tout cas, avait besoin pour s'apaiser et pour lui enseigner quelque chose. Et c'est vrai que de voir à quel point ça avait changé ma vie de famille, je me suis dit, mais il faut que d'autres parents le sachent. Et j'avais envie de transmettre, de juste passer le relais, en fait, passer le mot de la pédagogie Montessori. Et j'ai créé un programme. Du coup, je me suis dit comment je fais, etc. J'ai créé Horizon Famille et j'ai créé un programme en ligne, 100% en ligne, qui s'appelle Le Bonheur en Famille avec Montessori. Et donc, il existe depuis 2 ans et demi. Il y a plusieurs centaines de membres, enfin, il y a presque 2000 membres.
qui se sont inscrits aujourd'hui, qui m'ont fait confiance. Et c'est vrai que quand je vois leur témoignage, je me dis, mais ok, bah, il n'y a pas qu'avec moi que ça marche. Je voyais les premiers témoignages revenir en me disant, mais c'est incroyable, ça a transformé ma vie de famille, la relation avec mes enfants, etc. Ils sont beaucoup plus zen, je suis beaucoup plus zen, etc. Et je me disais, ok, ça marche pas qu'avec moi, ça marche aussi avec tous les enfants. Et du coup, c'était, voilà, ça m'a confirmé le fait que la pédagogie Montessori fonctionne pour tous les enfants parce que tout simplement, c'est du bon sens. C'est simplement du bon sens. Et c'est ce que je dis souvent aux membres du programme. Et d'ailleurs, ils me disent, mais en fait, quand on écoute les vidéos du programme, on se dit, bah oui, mais évidemment que mon enfant, il vit ça. Évidemment que quand il se développe, il fait ci, il fait ça. Évidemment que je dois réagir comme ça, comme ça, comme ça. Parce que ça devient naturel. Et on se dit, mais comment j'ai pas pu y penser avant? Et c'est en ça que c'est hyper simple, la pédagogie Montessori. Moi, quand je regardais sur Internet, je me disais, mais oh là là, c'est compliqué, comment je vais y arriver, comment je fais ci, je fais ça. Ça me dépassait et du coup, ça me faisait vachement douter en tant que maman. Et une fois que je me suis formée, j'ai compris que c'était hyper simple. Vraiment. C'était pas juste une histoire c'était pas une recette de cuisine à suivre à la lettre en mode étape 1, étape 2, alors l'ingrédient, etc. à suivre. Non, c'était juste du bon sens et facile. C'était plus une philosophie, un état d'esprit qu'une méthode, une recette de cuisine à appliquer. Et voilà, donc ce programme, pour Noël, vous le savez, il est en promotion à moins 70% jusqu'à ce soir, parce que voilà, Noël est passé, donc j'ai fait quand même un petit rab jusqu'à lundi soir. Je me suis dit, donc jusqu'à minuit, ce programme est à moins 70%. Et d'ailleurs, je vous ai mis le lien, normalement, vous avez le lien pour vous inscrire. Il est à moins 70% jusqu'à minuit. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Alors, je vais prendre d'autres questions. Alors, Dorota, ouais. Dorota qui me dit, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant ne comprend pas notre raison à dire non, il refuse de comprendre et trouve ça injuste? Alors, c'est important qu'il trouve ça juste. Je vois pas... si pour vous, c'est juste, quelque chose qui se conçoit bien s'énonce bien. Je ne sais plus qui disait ça, Pascal. Ouais, c'est très approximatif, mais ce qui se conçoit bien, en tout cas, s'énonce bien. Ça veut dire que si vous y trouvez un sens à cette interdiction, ce non que vous avez dit à votre enfant, si on reprend le coup du paquet de chocolat tout à l'heure en plein magasin, si on est toujours sur ce paquet de chocolat, vous lui avez dit non, il y a un sens derrière. C'est-à-dire que vous lui avez dit non parce que il y en a un autre à la maison. Que papy, mamie a offert au moment de Noël, ou que vous avez 50 paquets d'avance et que vous allez prendre 20 kilos, donc clairement, non. Non, pour ça, c'est une raison, le coût des kilos, qui ne va pas forcément parler à votre enfant. Mais par contre, le fait qu'il y a déjà un paquet de chocolat qui l'attend à la maison parce que papy et mamie l'ont offert à moment de Noël, c'est une raison suffisante pour à justifier à votre enfant. Là, c'est juste. Après, si on invente des explications qui effectivement n'ont pas réellement de sens, alors il va le ressentir. Et alors, il ne va pas être d'accord avec ça. Et même vous n'allez pas être d'accord avec ça. Moi, je vous invite, quand vous dites non à votre enfant, c'est d'être sûr que ce non, vous allez le tenir jusqu'au bout. Moi, je dis non. Moi, j'ai peu de règles à la maison. Mais par contre, les règles que j'ai, je les tiens jusqu'au bout. Et par exemple, il n'y a pas quand on rentre de la maison, on se lave les mains, on enlève ses chaussures et ensuite on se lave les mains. Et ça, ce sont des règles. Il n'y en a pas 50, hein. Il n'y a pas de 50 règles où, limite mes enfants, vous voyez, quand il n'y a pas de nourriture sur la table. Je vous donne un autre exemple. Chez moi, ils peuvent monter sur la table tant qu'il n'y a pas de nourriture sur la table. Voilà, parce que Gaël, quand il avait 9 mois, il grimpait partout et j'étais OK pour qu'il monte sur la table. Par contre, à partir du moment où il y a à manger ou à boire sur la table, on ne monte plus sur la table. Donc ça, c'est la règle. Et je sais pourquoi j'ai mis cette règle-là, parce que je savais qu'à 9 mois, Gaël, j'avais pas envie de passer ma journée à lui dire non, ne monte pas sur la table. Donc, tant qu'il n'y avait rien sur la table, il pouvait y monter sur la table. Et il était hyper habile. Donc, il était hyper agile. Je voyais bien qu'il ne se mettait pas en danger. Le danger qu'il y avait,
en l'interdisant d'aller sur la table, c'était que je lui dise « Ah, attention, tu vas tomber ». La limite, je l'inquiétais. Et du coup, là, il aurait pu tomber parce que vaciller, etc. Si je le laissais se concentrer sur le fait qu'il monte sur la table, alors c'était peut-être pas à 9 mois, hein, je vous dis à 9 mois, peut-être à 12, enfin voilà, je me souviens plus exactement, mais comme il a été mobile très vite, du coup, c'était très tôt. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'étais OK pour ne pas passer ma journée à lui dire non, tu ne montes pas sur la table. Parce que j'avais une table, j'avais des chaises et forcément, il allait y aller dans mon dos, etc. Donc, j'ai accepté qu'il monte sur la table quand il n'y avait rien dessus. Et je savais que si je lui disais non les premières fois, j'allais devoir le répéter 50 fois dans la journée. Et ça, je me suis dit, c'est fatigant pour lui, c'est fatigant pour moi, surtout pour moi. Et j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et par contre, la règle, c'était de ne pas monter sur la table, effectivement, quand il y avait de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qu'il respecte. Et quand il y a de la nourriture, là, par contre, je savais que j'allais maintenir le non. Donc, je savais que j'allais le maintenir quoi qu'il arrive. Donc, j'ai mis cette règle en place. Tout ça pour vous dire que quand ça a du sens, parce que ça a du sens, le fait qu'ils ne mettent pas leurs pieds alors qu'on est en train de manger sur la table, etc. Ils peuvent écraser la nourriture. Bon, bref, il n'y a limite pas besoin de l'expliquer, mais pourquoi pas l'expliquer quand même à un jeune enfant. Tout ça pour dire qu'il y a du sens. Voilà, tout simplement. Et que quand il y a du sens, ils le comprennent. C'est important d'être juste. C'est ça que je voulais dire. Isa qui me dit, Cyrielle, peux-tu prolonger ta promo jusqu'au premier inclus STP car j'ai dû dépasser mon plafond mensuel avec les fêtes. Ah oui, c'est ce dont c'est pour ça en fait que ton inscription ne fonctionnait pas tout à l'heure. Ok, j'ai compris. Bah, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, on va en parler tout à l'heure. La promotion, elle est vraiment jusqu'à ce soir, mais on s'en parlera par email. Pour voir ce qu'on pourra faire à partir du 1er janvier. Le 1er janvier, c'est dans 4 jours. Mais la promotion, elle finira ce soir. Mais écris-moi, Isabelle, quand même, pour qu'on le voit ensemble. Alors, Audrey qui me dit... Oui, c'est beau. Audrey qui me dit « Ah, l'injustice, il y en a qui disent que nos enfants nous font travailler nos propres blessures. C'est une notion qui se travaille en psychanalyse. » Complètement. Moi, je sais que depuis que je suis devenue maman, je pense que je dis toujours que j'ai autant grandi que mes enfants. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment... ils ont beaucoup grandi. Hein. De toute façon, nos enfants, dans les premières années de leur vie, c'est le moment où ils ne grandiront jamais autant que pendant les premières années de leur vie. Donc évidemment, j'ai pas autant grandi qu'eux, mais ils m'ont fait énormément me connaître, me comprendre, mieux comprendre mes forces, mais aussi mes vulnérabilités, mes parts de vulnérabilité, mieux m'accepter aussi comme ça. Et ça, je dois dire que en fait, on peut se dire, bah oui, il faut travailler sur soi avant de devenir parent pour être le parent le plus sain, le plus, etc. Oui, mais il y a des choses qui se travaillent uniquement quand nos enfants sont là. Parce que quand ils sont là, bah déjà, bébé, ça nous renvoie à nous, enfants, à nos propres blessures, à des choses qu'on a vécues. Ça nous met dans la posture de parents, donc ça nous renvoie à nos parents aussi, la posture qu'ils avaient et les réactions, les parents qu'ils ont été. Ça nous renvoie à des questionnements qu'on ne peut pas avoir avant d'être parent. C'est impossible. Donc, il y a des choses, on peut rien faire contre le temps. Et c'est une notion qu'il faut vraiment accepter. C'est qu'on ne peut rien faire contre le temps. Et il y a des choses qui se travaillent quand ils sont là. Et il y a des choses qui se travaillent quand ils ont 1 mois, d'autres à 1 an, d'autres à 6 ans, d'autres à 10 ans. C'est un travail perpétuel sur soi qui nous, j'allais dire, qui nous oblige à faire. Non, parce que c'est beau, qui nous incite à faire. Et tant mieux. Parce qu'ils nous font grandir. Donc oui, moi, et dans le programme, finalement, tu vois là, Audrey, c'est intéressant ce que tu dis parce que Maria Montessori, elle en parlait de ça, de la posture de l'adulte, de la posture bienveillante de l'adulte et de la nécessité que l'adulte a à se remettre en question. Parce que ça demande vraiment un travail sur soi. Et elle le disait vraiment, enfin presque avec ces mots-là, d'être capable de se remettre en question. Et
par rapport à ce qu'on voit autour de nous, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à nos sensibilités, à ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, etc. Et on a vraiment, c'est un vrai travail d'humilité qu'on a à faire sur nous aussi, de cette posture. Vous savez, on est toujours, on est beaucoup dans une relation verticale avec les enfants. De je donne l'ordre, je donne les consignes, je donne. Alors oui, on a un cadre à donner évidemment à l'enfant parce qu'on est, nous adultes, on a un cadre à donner. Mais par contre, Maria Montessori, elle nous disait que on a un vrai travail d'humilité parce que les enfants aussi ont des choses à nous apprendre et qu'on n'est pas toujours dans, vous savez, le maître qui enseigne, etc. Elle disait que l'enfant, il apprend tout seul, il n'a pas forcément toujours besoin de quelqu'un au-dessus de lui pour apprendre. On peut être dans une relation plus horizontale et se dire qu'il a des choses à nous apprendre et on a des choses à lui apprendre. Ça ne nous empêche pas de mettre le cadre. Il a besoin d'un cadre structurant pour se construire. C'est hyper important. Je parle toujours de ce cadre structurant et bien défini à l'intérieur duquel notre enfant a toute la liberté de s'exprimer, d'agir, de grandir. Mais du coup, avec bienveillance, ce cadre, c'est essentiel de le poser avec bienveillance. Mais ce cadre-là, il est vraiment, notre enfant, il en a besoin, impérativement. Donc, c'est en ça que la pédagogie Montessori, c'est pas du laxisme, contrairement à ce qu'on peut beaucoup entendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est justement ce qu'on voit dans le programme que j'ai créé, Le bonheur en famille avec Montessori, parce que pour moi, moi-même, au début, avant de me former à la pédagogie Montessori, j'étais tombée un peu dans cette idée reçue que c'était du laxisme, etc. Et je suis tombée, c'était un piège, hein, et je suis un petit peu tombée dedans. Et quand j'ai vraiment approfondi la question et compris la pensée de Maria Montessori, j'ai compris que c'était pas du tout du laxisme, pas du tout, et qu'il y a un juste équilibre à trouver entre bienveillance et fermeté. Et ce cadre-là dont je parle, mais de le poser avec bienveillance. Et c'est exactement ce que je transmets dans le programme Le bonheur en famille avec Montessori, parce que on a l'impression qu'on doit choisir entre être ferme avec son enfant, donc poser le cadre, mettre les règles, les consignes, donner les ordres, etc., etc., l'autorité, très autoritaire, etc. Soit on est comme ça, soit on est carrément laxiste, où on laisse tout faire, etc. Et laisser tout faire, c'est vraiment néfaste pour l'enfant. Donc on doit trouver toujours cet équilibre, et je trouve que justement, la pédagogie Montessori, elle nous permet de trouver cet équilibre-là. Et dans le programme, en tout cas, c'est exactement ce que j'essaye de transmettre pour avoir une vie de famille beaucoup plus zen, parce que cet équilibre est plus facile à trouver. Et je vous rappelle que le programme est en promotion à moins 70% jusqu'à ce soir, minuit. Donc là, il reste quelques heures pour vous inscrire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, en fait, dans ce programme, il y a 30 heures de vidéos. Donc c'est vraiment un programme, vous voyez, qui est hyper complet et qui vous accompagne vraiment sur la durée. Alors, il n'y a pas de durée, c'est pas genre on le suit en 3 mois, ou c'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous inscrire ce soir en profitant des moins 70%, parce que c'est jusqu'à ce soir minuit. Mais par contre, si vous voulez, vous avez un accès illimité en fait à tout le contenu dans votre espace membre une fois que vous êtes inscrit. Et du coup, vous pouvez commencer par exemple le programme dans un mois, parce que vous vous dites, OK, en février, j'aurai un peu plus de temps, donc je commencerai le programme en février. Mais par contre, vous profitez de la promo là ce soir. C'est ça que je voulais vous dire, parce que donc il y a un accès illimité. Il n'y a pas de il est 20h, j'ai rendez-vous avec Cyrielle pour le programme, la vidéo, etc. Non, c'est vous. Il est minuit par exemple. Vous décidez de lancer une vidéo du programme dans votre espace membre. Vous la lancez. Au bout de, je sais pas moi, un quart d'heure, vous êtes fatigué. Vous arrêtez. Vous allez vous coucher. Le lendemain, hop, vous pouvez relancer la vidéo. Bref, c'est hyper flexible. C'est vous qui gérez le programme comme vous voulez. Il y a des membres qui l'ont suivi en 3 semaines. Et puis, alors qu'il y a 30 heures de vidéo, donc ils y ont été quand même. Et puis, il y a des membres qui l'ont suivi en 6 mois, 7 mois. Chacun son rythme, en tout cas. Voilà. Il n'y a aucun rythme imposé. Je connais trop bien le rythme de vie des parents pour vous imposer quoi que ce soit. Vraiment. Donc, non, ça, c'est important. Et il y a 7 jours, oui, avant que j'oublie, il y a une garantie de 7 jours satisfait ou remboursé. Ça veut dire qu'en fait, au bout de 7 jours, si vous voyez que le programme ne correspond pas à vos attentes, bah en fait, vous m'écrivez un email et vous êtes remboursé intégralement. Vous aurez dépensé 0 €. Donc voilà, il n'y a aucune condition, il n'y a même pas besoin de me dire pourquoi. Moi, il n'y a pas de souci. Après, si je comprends, tant mieux. Mais bon, de toute façon, j'ai très, très peu de demandes de remboursement, je dois vous dire. Mais
de toute façon, si vous demandez un remboursement au bout de 7 jours, il y a aucun, dans les 7 jours, il n'y a aucun problème, vous n'aurez rien dépensé et au moins vous aurez vu, moi c'est pour vous permettre de vous lancer, de voir si ça vous plaît. Et au bout de 7 jours, vous voyez si vous continuez ou pas, tout simplement. Alors, Laurie qui me dit « Bonjour, ma fille de 2 ans me mène la vie dure. Elle me crache, elle me tape, crache par terre. Quand elle est frustrée, je ne sais plus quoi faire. Calme, accompagnement, punition, auriez-vous des conseils ?» À quel moment, en fait, j'aurais besoin, tu vois, Laurie, que tu me dises à quel moment elle a tu vois, quand tu me dis quand elle est frustrée de quoi? Parce que toi tu lui as dit non, ou quand elle est frustrée parce qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose? Essaye de me détailler pour que vraiment je puisse t'apporter une réponse complète, enfin personnalisée. L'idée c'est que je puisse vous apporter une réponse personnalisée pour que ça vraiment que ça vous aide, que ça ait vraiment un intérêt pour vous. Donc juste si tu peux me préciser ça, Laurie. Alors, Sylvie, mon fils de 4 ans et demi ne veut pas s'habiller depuis Noël. Il reste en pyjama presque toute la journée. Excuse-moi, je rigole, mais je trouve que, tu vois, le pyjama avec Noël, je sais pas, il est dans le thème, non? Mais ouais, j'imagine que... il dit qu'il a froid quand il se change. Que faire? Bah, tu sais quoi, Sylvie? Moi, je le laisserai. Où est le problème? Je te demande, où est le problème pour toi? Vraiment, je t'invite à te poser la question. Qu'est-ce que ça te pose, toi, comme problème, qu'il soit en pyjama? Franchement, moi, il y a plein de fois où je demande j'ai lâché l'affaire maintenant, j'ai compris. Mais j'ai vécu exact. Alors, moi, c'est pas en pyjama, c'est tout nu que mes enfants veulent vivre. Donc, j'arrive à négocier le slip, généralement. Mais vraiment, je sais de quoi tu parles. Parce que, au début, je me disais, mais c'est pas possible, ils veulent pas s'habiller, etc. Bon, c'était surtout Léo. Je me suis dit, mais bon, voilà, on avait fait un voyage, il était tout le temps tout nu, etc. pendant des mois et des mois, parce qu'il faisait chaud, enfin, vous voyez l'idée. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il était influencé par ça, et aujourd'hui, on est rentré en France, mais il veut toujours pas s'habiller, etc. Mais ça pose problème, en fait. Mais il veut pas s'habiller à la maison. Et quelque part, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, si je peux me permettre, parce que je me suis demandé où était le problème pour moi. Alors oui, je lui demande de mettre un slip maintenant qu'il a grandi parce que je lui explique quand même qu'il y a une certaine pudeur à... Alors, je veux pas lui inculquer la pudeur, mais par contre, effectivement, je lui dis, bah voilà, quand on est un petit bébé, on a 2 ans, ou voilà, on peut se trémousser tout nu, etc. Mais quand on grandit, c'est quand même bien de mettre au moins un slip. Donc, il met au moins un slip. Mais je me suis demandé qu'est-ce que ça me posait comme problème qu'il soit tout nu ou qu'il soit en slip. Rien en soi, rien. Et même par rapport au froid ou quoi. Par exemple, plein de fois, il me dit, on est en train de s'habiller, parce que là, donc c'est l'hiver, on est en train de s'habiller et il a chaud sur le panier, il a mis ses chaussures, il ne peut pas mettre son manteau parce qu'il a chaud. Pourquoi j'insiste alors que juste, je lui dis, tu prends ton manteau sous le bras, et puis, en arrivant dehors, si tu trouves qu'il fait froid, bah, tu mets ton manteau. Mais généralement, il le met. Alors, je ne dis pas qu'il le met tout de suite. Des fois, il le met au bout d'une minute parce qu'il a ressenti le froid au bout d'une minute. Il ne va pas tomber malade en 1 minute. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Le froid, ce n'est pas le froid en soi qui nous rend malade. C'est les virus et en fait, le fait qu'il ait accumulé du froid qui le rend vulnérable et qui fait qu'il peut attraper un truc à ce moment-là. Mais ce n'est pas en 1 minute qu'il est frigorifié et que du coup il est vulnérable. Enfin, vous voyez l'idée. Donc tout ça pour dire que vraiment, Sylvie, je t'invite à te demander ce qui pose problème sur le pyjama. Voilà. Moi, je le laisserai faire. Plus tu vas lui demander d'arrêter, plus vous allez être dans le conflit, alors que clairement, c'est quelque chose qui, à la base... Et alors voilà. Et essaye souvent, il y a plein de choses, juste essayons de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Parce qu'on a le nez dans le guidon, je l'avais, hein, quand au début, j'essayais, etc., de lui inculquer de s'habiller. On a le nez dans le guidon et toujours trouver du sens, on en parlait tout à l'heure. Toujours trouver le sens pour nous, parce que pour lui, ça n'a pas de sens de s'habiller peut-être. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère du coup, Sylvie, de t'avoir donné une piste, en tout cas pour t'apaiser un peu par rapport à ça et puis qu'il n'y ait pas trop de conflits autour de ça. Léa qui me dit, que faire si malgré notre réconfort moral ou physique, l'enfant n'arrive pas à s'apaiser ou au contraire s'énerve encore plus? Alors, des fois, le fait de vouloir contenir l'enfant, ça l'énerve encore plus.
Excusez-moi, attendez, hop, voilà. Je pense que je suis toujours… voilà, ça a bugué un petit peu sur Instagram parce que j'avais un rappel qui sonnait. Donc, je reprends la question de Léa. Alors, ouais, des fois, effectivement, il y a des enfants qui, quand ils sont en pleine tempête émotionnelle, en pleine crise, etc., ils ne veulent absolument pas de contact physique. Alors, des fois, oui, des fois, non. Bref, il faut tâter le terrain, j'ai envie de dire, et voir si, effectivement, ils sont réceptifs à ce moment-là au contact physique. S'ils ne le sont pas, il ne faut pas leur imposer ce contact physique, ce réconfort physique, cette présence. Il faut juste accepter qu'on est là, par contre, on est à côté de lui, on reste là avec une présence soutenante, réconfortante. On lui montre qu'on est là, mais par contre, effectivement, c'est de respecter. Il est libre de ses mouvements, il est libre de son corps, il est maître de son corps, et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Même s'il a 2 ans, même s'il a 3 ans, c'est son corps. Et on ne doit en aucun cas, c'est comme un bisou, on ne doit, ou un câlin, on ne doit jamais, même en tant que parent, imposer un bisou, un câlin à notre enfant. Ça lui appartient. C'est une personne à part entière. Il ne nous appartient pas pour qu'on dispose de son corps en lui faisant des bisous, des câlins, en le réconfortant alors qu'il veut pas il a juste besoin peut-être de notre présence physique à ce moment-là, de notre présence, sans qu'elle soit enveloppante. Isabelle qui me demande, est-ce que les crises de nerfs sont normales après 4 ans? Oui, bien sûr, complètement. Ils sont encore en train d'apprendre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous disais, qu'est-ce que je vous disais sur… excusez-moi, parce que je regardais en même temps les commentaires, etc. Quand je vous disais qu'ils sont en train d'apprendre, rappelons-nous toujours que du haut de leurs 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 8 ans, ils sont en train d'apprendre. Et d'apprendre notamment à comprendre leurs émotions, à réguler leurs émotions. Donc, d'abord en comprenant ce qui leur arrive, parce qu'ils ne comprennent pas toujours, comme je disais au tout début de la vidéo, ils ne savent pas toujours ce qui est en train de se tramer en eux. Ça boue, c'est comme une bombe qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils sont là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, vraiment, essayons de comprendre qu'ils sont en train d'apprendre. Tout est apprentissage chez eux. Ils partent de zéro, donc tout est apprentissage. Et c'est la répétition qui va leur permettre de vraiment intégrer ce qu'on leur enseigne. Donc, par exemple, si on veut leur enseigner de comprendre leurs émotions, c'est pas en une fois, en leur apprenant une fois à tolérer leur frustration qu'ils vont y arriver. Non, c'est la répétition. C'est comme la première fois qu'ils vont essayer de dévisser, je vous montre toujours ça, la première fois qu'ils vont essayer de dévisser une gourde, ils vont pas y arriver. La deuxième fois, ils vont y arriver un petit peu mieux. La troisième fois, encore un petit peu mieux. Et la 10e fois, encore mieux. Et c'est peut-être la 20e fois que vraiment ils maîtriseront ce geste. Et peut-être même au bout de 30 fois. Donc, c'est la répétition, mais comme chez nous, c'est la répétition qui nous rend bons, qui nous rend performants. Et c'est exactement ça pour eux dans tous les apprentissages qu'ils font, que ce soit la motricité fine ou la coordination humaine pour dévisser un bouchon de gourde, ou l'apprentissage de tolérer leur frustration, de comprendre leur peur, par exemple, etc., etc. Tout ça, ils ne demandent qu'à apprendre, vraiment. Alors, et ça, dans le programme Le Bonheur en Famille avec Montessori, qui est à moins 70% jusqu'à minuit, je le rappelle, c'est des choses que vraiment on apprend. On apprend en fait à mieux comprendre notre enfant, à mieux comprendre ses émotions, son développement, ses étapes de développement, à mieux comprendre ce qu'il vit. On décortique les périodes sensibles. Vous savez, les périodes sensibles, c'est tout ce que traverse notre enfant. Il y a la période sensible de l'ordre, du mouvement, du langage. On parle, par exemple, si je fais juste un petit focus sur la période sensible du langage, la période sensible du langage, elle commence in utero, même dans le ventre de la maman, parce qu'il entend déjà les sons prononcés par la maman. Donc, il entend déjà la prosodie. Après, quand il naît, donc la période sensible du langage, elle démarre dans le ventre, et puis elle continue même après. Donc, dans le programme,
elle continue après, bien sûr, jusqu'à 6 ans et plus. Mais vraiment, la période sensible, c'est entre 0 et 6 ans. 7, 8 ans, voilà. Mais ça dépend des enfants et de leur rythme de développement et de leur rythme qui leur est propre, évidemment. Mais tout ça pour dire que la période sensible du langage, voilà, je reprends le fil, la période sensible du langage dans le programme, c'est une vidéo complète pour aider notre enfant à développer son langage. Et puis après, une fois qu'il a le langage, c'est enrichir son langage. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes dans la rue, plutôt que de dire « Oh, regarde le chien », c'est « Oh, regarde le berger allemand » ou « Oh, regarde le labrador ». Notre enfant, c'est pas plus difficile pour lui de comprendre le mot chien que de comprendre le mot berger allemand. Tout ça pour vous dire que ne nous limitons pas dans le vocabulaire qu'on leur transmet, qu'on leur enseigne, parce que eux, ils n'ont aucune limite dans leur apprentissage. Et plus on leur donne du vocabulaire riche et détaillé et précis comme ça, plus ils vont s'enrichir de ça et ils vont pouvoir l'utiliser. Ils n'ont pas de limite. C'est pas plus facile de comprendre chien que labrador. C'est pas plus facile de comprendre « Oh, regarde cet oiseau » plutôt que de « Oh, regarde cette mésange ». Non, si vous lui dites « Regarde cette mésange » ou « Regarde ce rouge-gorge », il aura les deux mots. Alors que si vous lui avez dit les deux fois « Regarde l'oiseau », il n'aura qu'un seul mot. Donc, essayons comme ça, sur plein de choses au quotidien, d'enrichir aussi le langage, le vocabulaire de notre enfant. Parce qu'un enfant qui a un vocabulaire riche, c'est un enfant qui, comment dire, la parole, et on le voit dès que les enfants acquièrent la parole, vers 2 ans, enfin ça dépend des enfants, des fois 18 mois, des fois 3 ans, quand ils acquièrent la parole, alors ils s'apaisent souvent. Parce que sans la parole, ils essayent d'exprimer leurs émotions tant bien que mal avec ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont sous la main. Donc souvent, c'est les cris, les mains, les gestes, je mords, je fais mal, je tire les cheveux, etc. Et parce qu'ils font comme ils peuvent. Et ensuite, quand ils ont la parole, alors je dis pas que tout de suite, d'un coup, ça sort comme ça, mais petit à petit, ils apprennent à utiliser les mots pour exprimer ce qu'ils ont en eux. Et ça change, généralement, ça apaise beaucoup les enfants de pouvoir s'exprimer. Avant ça, il y a beaucoup de frustration. Et donc, un enfant à qui on donne beaucoup de vocabulaire, c'est un enfant qui va pouvoir exprimer sa pensée d'autant mieux. Et donc, c'est important. Alors, Amandine qui me dit « Bonjour, mon fils de 18 mois tape et n'écoute rien depuis 1 mois. J'ai beau expliquer calmement, dire non, stop, même ne rien dire. Cela ne marche pas trop, c'est difficile. Comment faire ?» Dans quel cas, Amandine, tu vois, dans quel cas tu vois, dans quel cas tu me dis il tape, il n'écoute rien pendant 1 mois, etc. Depuis 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 mois, j'ai envie de te dire, et dans quel cas il tape, il est impulsif comme ça. Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Et s'il n'y a pas forcément un dénominateur commun, c'est peut-être tout simplement qu'il s'est passé quelque chose il y a 1 mois. Ça peut être l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement à l'école je sais pas moi, d'un membre de l'équipe, d'un enseignant. Voilà, et il faut essayer alors 18 mois, il est petit, donc peut-être à la crèche, ou peut-être la nounou qui a changé quelque chose. Il y a peut-être un changement, il faut essayer de retracer un petit peu ce qui a suscité ces changements-là. Alors, attendez, j'essaye de reprendre des questions. Je ne sais pas si je vois des questions sur Instagram aussi. En fait, je ne suis pas habituée à Instagram et je vois en fait les personnes connectées. Coucou sur Instagram. Mais je ne vois pas les questions. Vous arrivez à poser des questions sur Instagram? Je ne sais pas. À rejoindre la vidéo. J'essaye. Bon. J'essaye de voir en fait. Je suis pas forcément très à l'aise avec avoir des questions. Ah oui, ça marche, ok. Sainte Poupée. Bonjour. Ok, j'ai pas vu d'autres questions. Alors, si vous avez des questions sur Instagram, allez-y. C'est bon, je les vois. Alors, en attendant, je continue sur YouTube et Facebook.
parce que y a pas mal de questions. On est nombreux. Alors, comment faire abstraction du regard des autres lors d'une crise? J'ai loupé le live à ce propos. Isabelle, je t'invite, parce que du coup, ce serait dommage de redire la même chose. On a fait un live, je crois que c'était jeudi dernier. Je t'invite à aller le voir parce que j'en parlais, je donnais pas mal de choses et je crois que j'étais habillée en rouge, tu verras sur le live. Donc, comment il s'appelle ce live? Comment je l'ai appelé? Je sais plus, mais j'avais un pull rouge, voilà. Je crois qu'il y en a qu'une où j'ai un pull rouge. Donc, tu pourras voir sur YouTube ou sur Facebook aussi, tu pourras le voir. Sinon, sur YouTube. Audrey qui dit « Je dirais juste de ne pas s'en préoccuper. Pour ma part, j'ai entendu des choses de mon côté. Le mieux, c'est de vivre sa vie, se dire que chacun a ses problèmes. » C'est vrai. Complètement. Alors, je vais essayer de… Je t'en prie, Audrey. Je t'en prie, Isabelle. Sylvie qui me dit tellement vrai. Bon, ben, j'espère que ça vous a aidé les réponses. Alors, Isabelle qui dit « Et le travail sur soi continue quand on devient grand-parent. » Mais je le sais, je le sais aussi. Je vois mes parents aussi qui sont devenus grands-parents et qui, pareil, je pense, apprennent beaucoup aussi avec les petits-enfants, bien sûr. Ils grandissent encore. Et c'est beau, c'est ça qui est beau. Sinon, ce serait drôlement triste, en fait, si on avait tout appris à, je sais pas, 40 ans, mettons, ou 20 ans. Ce serait dommage. Alors, j'essaye de voir… Oui, Audrey qui dit, c'est vrai, on doit mettre un cadre même avec les adultes pour ne pas se faire bouffer. C'est vrai, enfin, c'est un cadre pour faire respecter nos besoins à nous, en fait. C'est exactement ça. C'est toujours trouver l'équilibre, comme tu dis, Audrey, toujours trouver l'équilibre entre leurs besoins, les besoins de nos enfants et les besoins de nos besoins à nous, pardon. Comme je lis les commentaires, je perds le fil, excusez-moi. Mais du coup, toujours trouver l'équilibre. Parce que si nos enfants… Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'effectivement, quand nos enfants naissent, ils sont tout bébés, évidemment, ils ont des besoins impérieux. Donc, nos besoins sont là, leurs besoins sont là parce qu'ils ont faim, c'est tout de suite. Ils ont froid, c'est tout de suite. Ils ont sommeil, c'est tout de suite. Ils ont des besoins impérieux et on peut pas leur… Enfin, c'est difficile les premiers mois de les faire patienter, la tolérance à la… Il faut bien comprendre que quand ils étaient dans notre ventre, la faim, ils ne connaissaient pas puisqu'ils étaient nourris en continu. Le froid, ils ne connaissaient pas, ils avaient toujours la même température. La fatigue, ils ne connaissaient pas. Ils étaient en fait dans une continuité et une stabilité. Tout était beau, facile, simple dans le ventre de maman, d'accord? Et ils sortent du ventre de leur maman. Et là, c'est une sorte de séparation et c'est une rupture. Et d'un coup, ils ont faim, ils ont froid, ils sont fatigués. C'est quoi ces besoins? C'est difficile à vivre pour eux. Donc forcément, c'est beaucoup de cris, d'émotions qui les envahissent et ils savent pas quoi en faire, etc. Donc, leurs besoins sont impérieux. Et donc, quand ils naissent les premiers mois, nos besoins sont là, leurs besoins sont là. Ok, c'est normal. Par contre, bon, déjà, dans ces cas-là, quand on est là, ce qu'il faut essayer, quand on peut en tout cas, c'est de se faire relayer au maximum parce que c'est pas évident. Voilà, tout simplement, c'est énormément de bonheur, mais c'est pas forcément toujours évident. Donc, les premiers mois, ok, c'est comme ça, ils ont des besoins impérieux. Par contre, quand ils grandissent un petit peu, c'est hyper important. Je dis pas que ce sera toujours comme ça, leurs besoins et nos besoins, mais ce sera des fois un peu comme ça, des fois un peu comme ça, mais jamais trop comme ça. Et je trouve que la pédagogie Montessori, elle nous aide justement à toujours être dans cet équilibre, leurs besoins, nos besoins, etc. Et elle nous aide à pas être en dents de scie comme ça tout le temps. Parce que être en dents de scie comme ça, c'est fatigant pour nous, c'est inconfortable pour nos enfants parce que on est dans une incohérence, on est dans ça leur donne une instabilité, un sentiment d'insécurité affective qui peut, notamment dans les premières années, les pénaliser et être difficile à vivre pour eux.
Et quand on leur apporte, quand on arrive à établir toujours cet équilibre entre leurs besoins et nos besoins, alors eux le vivent bien. Il y a des fois où, ok, on va être hyper égoïste. Moi, je vous le dis, hier soir, il était 19h, j'ai dit à Baptiste, moi, tu sais quoi, là, ce que j'ai envie, c'est d'un bon film ce soir. Et on a une carte de 5 places au cinéma qui va bientôt expirer. J'ai dit, mais j'ai envie d'aller me faire un film au cinéma. Eh bien, je suis allée au cinéma. Il était 19h. Il était 19h, je l'ai regardé, j'ai dit, je vais au ciné, je te laisse les endormir, ok? On fait ça, tu es d'accord? Et donc, j'ai filé au cinéma. Voilà. Et ça, c'est un moment, j'étais toute seule, hein, je me suis dit, mais c'était bien, quoi. Et ça, c'est un moment de pur égoïsme. Le lendemain, bah, c'est lui s'il veut, etc. Donc, après, c'est à nous d'établir notre équilibre dans le couple. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, là, hier soir, mes besoins, je les ai fait passer avant ceux de mes enfants. Et là, bah, ce soir, ce sera peut-être ça. Et voilà. Et on équilibre toujours un petit peu comme ça. Et le problème, c'est que si on n'équilibre pas comme ça, le jour où, parce qu'on n'a jamais eu ça, donc le jour où on fait passer notre besoin, on a besoin de carrément 3 semaines parce qu'on pète un câble. Donc, essayez de jamais trop vous oublier. C'est hyper important. Alors, oui, j'ai vu qu'il y avait des questions sur Insta. Alors, tac. Marion Pichoun qui me dit « Bonjour, mon fils de 12 mois fait des crises quand on l'empêche d'aller vers le feu, par exemple. Ok. Comment lui dire qu'on est là quand il se tord dans tous les sens et se fait mal ?» Bah, tu vois, Marion Pichoun. Alors, Marion, moi, ce que je t'invite à faire, donc tu dois avoir une cheminée chez toi, j'imagine. Alors, je ne sais pas si c'est une cheminée, tu vois, à insert ou pas. Donc, est-ce que c'est sécurisé ou pas pour les enfants? Mettons que c'est pas sécurisé. Ce que je t'invite à faire, il a quel âge? 12 mois. Ce que je t'invite à faire, c'est à expérimenter avec lui. Plutôt que de lui dire non, la cheminée, c'est dangereux, c'est interdit. Je t'invite à le prendre dans tes bras ou te mettre à côté de lui, devant la cheminée, de lui dire ça t'intéresse la cheminée? Tu as vu le feu? Tu as vu les belles flammes? Waouh, c'est beau. Tu as envie de t'approcher, je vois. Hein. Bien, on s'approche un petit peu tous les deux. Oh, c'est très très chaud là. Waouh, c'est super chaud. Ouh, c'est brûlant. Oh, je me recule un petit peu parce que moi, j'ai trop chaud. Hein. Et puis, on met notre main comme ça. Là, le feu, je sais pas moi, la grille du feu est là. On met notre main comme ça. Oh, oh, c'est trop chaud. Ouh là là, viens, on enlève la main parce que on risque d'avoir très très mal si on se brûle. Tu vois, en fait, tu n'es pas dans l'interdiction. Lui, il a juste envie d'expérimenter. Il a 12 mois. Il veut comprendre ce que c'est là d'avoir chaud, le froid. En plus, ça bouge, c'est lumineux. Bref, ça l'attire, etc. Donc, c'est super. C'est un petit scientifique qui a envie de comprendre comment marche le feu. Donc, explique-lui, parle-lui du truc. Voilà, nourris-le de cette expérience sans être dans l'interdiction, juste en lui disant « Oh, c'est très, très chaud. Je crois qu'on va reculer parce que… » voilà. Mais au moins, il aura testé la chaleur et tu verras que de lui-même, il ne va pas avoir envie d'aller se brûler parce que ça va lui faire mal, tout simplement. Donc, au pire, il va approcher sa main un petit peu comme ça, encore plus proche de toi. Peut-être qu'il va avoir mais il va avoir, si la grille, normalement, n'est pas brûlante. S'il met sa main comme ça, il ne va pas se brûler, mais il va sentir vraiment le chaud. Il va plus y retourner. Il ne va plus y retourner. Vraiment. Ou alors, il va y retourner, mais en restant à bonne distance. Parce qu'il il aura expérimenté par lui-même le danger. Et c'est toujours ça. En fait, on a peur, et c'est normal. Hein. Et on a peur, mais notre enfant, tant qu'il n'a pas eu peur, tant qu'il n'a pas compris que c'est dangereux, même si on lui dit, il n'aura pas vécu ce danger. Donc, il a besoin d'aller voir qu'effectivement, c'est brûlant et qu'il n'a pas envie d'approcher. Donc, voilà. Alors, Marion, tu me dis, et quelles sont les étapes pour l'apaiser, car l'exemple est différent du chocolat, car on ne veut pas lui donner ce qu'il veut dans ce cas-là. Oui, bah du coup, là, j'ai répondu en te répondant. Que pensez-vous des punching balls Ghoul qui me dit, que pensez-vous des punching balls pour un enfant de 2 ans qui a du mal dans sa gestion de sa colère? Pourquoi pas Oui, pourquoi pas. Il y en a beaucoup qui vont dire bah oui, mais du coup, c'est lui apprendre à taper dans quelque chose, etc. On peut aussi il y en a qui disent même c'est pas forcément bien de lui apprendre à taper dans un coussin.
Moi, je trouve qu'il y a 2 ans, alors je te dis pas, peut-être plus tard, c'est pas forcément, mais écoute, moi, de mon expérience, je trouve pas ça négatif. Donc, je suis pas contre. Je vois pas où est vraiment le souci. Je t'en prie, Marion. Alors, je vais reprendre les questions ici, là, sur YouTube et Facebook. Tac, tac, tac. Audrey qui me dit, mon fils a toujours eu horreur de se laver, de peur d'avoir froid. Alors, déjà, on peut compenser éventuellement avec un petit chauffage, première chose. Et puis, deuxième chose, je sais, moi, mon premier, alors il est fanat d'eau, de bain, de douche, etc. Par contre, mon deuxième, effectivement, il est un peu frileux, etc. Donc, il n'aime pas, tu vois, comme toi, Audrey. Mais en l'occurrence, bah, je lui donne des douches tous les 3-4 jours. Bah ouais. Euh, pourquoi lui donner une douche tous les jours? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Il est dans ses habits la journée, il est dans son pyjama le soir. Franchement, faut espacer les douches, les bains, etc. Si c'est la crise à chaque fois, autant espacer. Et après, si c'est vraiment la crise à chaque fois d'aller pour aller à la douche, etc. Même quand c'est espacé comme ça, faut y mettre du fun. Alors, à quoi on va jouer dans la douche? À quoi on va avec quel jeu tu as envie de prendre, quel animal, etc. Voilà, faut y mettre du fun. Chacun son corps, chacun son ressenti, absolument. Alors, Émilie qui me dit « Bonjour Cyrielle, quel conseil me donneriez-vous pour gérer les crises de jalousie entre mes 2 derniers âgés de 8 ans et 5 ans? Merci pour votre retour favorable, joyeuse fête. » Bonsoir Émilie. La jalousie, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le programme Le Bonheur en Famille avec Montessori. D'ailleurs, je vous remets le lien parce qu'il est en promotion, hein, je vous rappelle, jusqu'à ce soir minuit, à moins 70% pendant les fêtes de Noël. Et c'est vrai qu'on parle, parce que c'est un vrai sujet, hein, la jalousie et les conflits entre frères et sœurs, c'est un vrai, c'est un vrai casse-tête. Et souvent, c'est vraiment la source de conflits, de cris à la maison, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Déjà, c'est éviter. Enfin, et ça c'est vrai que c'est un. Je donne juste quelques astuces là, mais il faudrait. Dans le programme, c'est beaucoup plus détaillé, donc je vais juste donner une notion qui est importante à avoir, c'est déjà et qu'on a dans le principe, mais qu'on n'applique pas forcément. C'est d'éviter de comparer nos enfants entre eux. Alors oui, on va pas dire ah bah toi t'as fait ton lacet mais toi tu l'as pas fait. C'est pas forcément gros sabot comme ça, ok. Mais des fois c'est de manière beaucoup plus subtile et insinueuse qu'on le fait et du coup on ne s'en rend nous-mêmes pas compte. Par exemple de dire je sais pas qu'est-ce que bah ton frère écoute ton frère est déjà prêt depuis 10 minutes, il n'y a plus que toi qu'on attend. Ou tout ça, ce sont des petites choses, des petits détails qui nous échappent souvent. Alors, ok, c'est pas grave, hein, mais le fait de les comparer comme ça, bah, ça les oblige. Déjà que naturellement, ils vont se comparer parce qu'ils sont en train d'évoluer, de grandir l'un par rapport à l'autre. Et ça implique beaucoup d'émotions et de comparaisons, beaucoup de choses. Même si grandir avec un frère, une sœur, ça apprend énormément de choses et c'est génial. Et c'est, voilà, évidemment, c'est une évidence, quoi. Je n'ai même pas besoin de le dire. Mais ça implique aussi beaucoup de. Comment dire, c'est un apprentissage de la vie, finalement. La première société dans laquelle vivent nos enfants, c'est leur famille. Donc, c'est une mini-société. Et donc, c'est apprendre la frustration, apprendre le partage, apprendre plein de choses grâce aux frères et sœurs. Mais donc, ça implique aussi beaucoup de frustration, etc. Beaucoup d'émotions plus difficiles à vivre. Pas négatives, hein, mais peut-être désagréables et difficiles à vivre. Donc, déjà, si nous, on n'en rajoute pas une couche en les comparant, etc., en disant, bah, tu sais, à ton âge, ton frère, il savait lire, ou à ton âge, il savait, je sais pas moi, marcher, ou pas marcher parce que bon, généralement, on ne le dit pas pour un plus petit, mais il savait compter, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment
éviter de dire. Ou par exemple, de dire, de faire un compliment, ça peut nous arriver, mais c'est pas grave. Mais essayons de le limiter. De faire un compliment, par exemple, à l'un de nos enfants, et en se ah, il a des beaux yeux. Ah, voilà, tes yeux sont magnifiques. L'autre, même si on lui a pas dit, toi tu as des beaux yeux, toi tu as des yeux moches, mais par contre l'autre à qui on n'aura rien dit, automatiquement il va se dire, ah, moi on me dit rien, ça veut dire que mes yeux sont moches. C'est machinal, c'est comme ça. Donc ces compliments là qu'on fait, essayez de les faire juste en one-to-one à votre enfant. Moi j'aime bien au moment du coucher, voilà, de prendre le temps de leur dire, glisser des petits mots à l'oreille pour voilà, de ce que, bon, enfin, je vais pas vous dire exactement parce que c'est des petites choses intimes, etc. Mais de dire, ah bah, j'ai vu tout à l'heure, tu as été super concentré sur la, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, la tour de Kaplan que tu as fait tout à l'heure. Waouh, j'ai vu que tu as passé beaucoup de temps, tu dois être fier de toi et tout ça. Oh là là. A été très grande. Et puis, tu as fait une ferme en plus. Tu as pensé à faire toute une petite maison avec une ferme pour que les animaux, etc. Ouais, c'était drôlement chouette ce que tu as fait. Et puis, tu as passé du temps. Et puis tu as été très impliqué, et puis, etc., etc. Et de lui dire, ouais, vraiment, la construction, là, tu peux être super fier de toi. Et de lui dire des choses comme ça qui vont... Mais je vais pas forcément le dire au moment où on est tous ensemble. Je vais peut-être lui dire à un moment où on est juste tous les deux. Parce que ça évite la comparaison entre les enfants, etc. Et je vous donne un exemple. Moi, mon grand, il adore les puzzles et c'est vrai qu'il les fait avec beaucoup de facilité. C'est quelque chose de facile pour lui. Et du coup, je vous donne typiquement en mille parce que quand il finit un puzzle, il est super fier de lui et puis il vient nous le dire, etc. Donc on lui dit, waouh, t'es super fier de toi. Là, je vois, bah oui, bah attends, c'est un puzzle. Dis donc, là, avant, tu te souviens, tu le faisais, bah, tu mettais beaucoup de temps pour le faire et tu as vu, là, tu l'as fait en quoi, en 10 minutes, tu as fait le puzzle, etc. Bon. Et forcément, ça, bah, mon plus petit, il m'a entendu le dire. Et donc, je l'ai vu faire des fois, à vouloir prendre un puzzle et me dire, regarde maman, j'ai fait le puzzle, etc. Parce qu'il s'attendait à ce que je l'encourage, parce que c'est pas forcément c'est pas forcément c'est plus des encouragements que t'es le meilleur, t'es le plus fort, etc. Vous voyez l'idée? Mais il avait besoin du coup de ce regard de maman qui valide, ah bah oui, lui aussi fait un puzzle. Là, le puzzle, c'est le truc suprême. Non, parce que lui, c'est normal, il se construit comme ça et ça fait partie du jeu et de la relation. Mais lui, il est peut-être doué sur bien d'autres choses. Par exemple, il a fait de la draisienne à 18 mois, que mon grand a fait de la draisienne à 2 ans et demi. Donc, chacun est bon dans son domaine. Et ça, il faut accepter aussi que chacun et reconnaître ça. Mais vous voyez, tout ça pour dire que le fait de féliciter ou d'encourager notre plus grand, mon plus grand sur le puzzle, a incité mon plus petit à faire un puzzle parce qu'il s'est dit, ah, apparemment, faire un puzzle, c'est super. Et je vais être encouragé par papa, maman, je vais être bien vu, etc. Donc, vous voyez, tout ça, essayez de le faire plutôt en one-to-one. Et c'est des petites choses qui éviteront aussi la comparaison, les jalousies, etc. Mais bon, tu vois, Émilie, là, c'est juste un aspect que je te donne, mais c'est vrai que dans le programme le bonheur en famille avec Montessori, on en parle un peu plus, ça, des conflits dans la fratrie, de la jalousie, du grand qui contrôle ce que fait le petit, du petit qui vient titiller le grand, vous voyez bien, de tous ces conflits entre frères et sœurs qu'on est obligé de réguler. Et souvent, on se sent obligé de réguler. Et justement, je vous dis comment ne pas être justement l'arbitre. Souvent, finalement, on est on se pose en arbitre, celui qui donne les bons points. Toi, tu as raison, toi, tu as tort, etc. Et du coup, nos enfants, ils viennent toujours nous voir pour régler les conflits. Ils se battent, ils se chamaillent, ils s'invectivent, etc. Puis ensuite, ils viennent nous voir parce qu'on est celui qui va régler le problème. Et dans le programme, justement, je vous dis comment ne pas être celui qui règle tous les problèmes et de leur donner les outils pour qu'ils règlent les problèmes par eux-mêmes, leurs problèmes par eux-mêmes. Et ça, quand on fait ça, c'est des enfants qui se sentent tellement plus responsables et qui grandissent avec ces outils qu'on leur a donnés. Et ça, c'est super. Donc voilà, et donc ça, on en parle vraiment dans le programme le bonheur en famille avec Montessori, qui, je vous rappelle, est à moins 70% jusqu'à minuit.
pour Noël. Donc voilà, j'ai fait déjà un petit peu de rap après Noël quand même. Je me suis dit, je vais pas arrêter ça le 25 au soir. Donc j'ai fait 2 petits jours de rap pour que vous puissiez en profiter. C'est un programme normalement, alors c'est un programme qui contient 30 heures de vidéo, donc qui est vraiment hyper complet. On parle de la fratrie, on parle de la continence pour les bébés, on parle des conflits à table pour ne pas créer de conflits autour du repas, autour de la nourriture, parce qu'on sait que ce qui se crée comme conflit autour de la nourriture enfant, ça perdure à l'âge adulte souvent, et on peut créer des désordres par rapport à l'alimentation, etc. On parle j'ai dit quoi d'ailleurs, on parle du matériel Montessori. Je vous donne 100 idées en vidéo, idées d'activités et de matériel Montessori dans le programme. Donc, c'est des vidéos qui font 3, 4, 5, jusqu'à 10 minutes, on va dire, où je vous montre l'activité en train de la faire comme si je la faisais à mon enfant. Et ensuite, du coup, vous pouvez la faire vous-même avec votre enfant hyper facilement parce que vous m'avez vu le faire en vidéo. Et je précise quand même, parce que c'est important, ce sont des activités qui sont peu coûteuses, parce que la pédagogie Montessori à la maison, il n'y a pas besoin de se ruiner, vraiment. À l'école, il faut du matériel officiel, ok, parce qu'il y a beaucoup de brassage d'enfants, etc. À la maison, vraiment, c'est pas nécessaire. Et pour moi, c'était important de vous donner plein d'idées d'activités à petit budget, pour que toutes les familles puissent accéder à la pédagogie Montessori, que ce ne soit pas réservé à l'élite, à ceux qui peuvent se permettre d'acheter, je ne sais pas combien de jeux, ce qu'on appelle les jeux Montessori, Oxybul, vous voyez toutes ces marques-là, Nature et Découverte, qui vendent ça 30 €, 40 €, etc. On se ruine. Ça ne correspond pas à tous les critères de la pédagogie Montessori. Ça, il faut quand même en être conscient, hein, parce que ça les arrange, hein, les grandes enseignes, de nous vendre ça cher et de nous faire croire que c'est la mode Montessori, mais qui finalement qui dévie le sens profond de la pensée de Maria Montessori. Et dans le programme, ce que je vous transmets, c'est vraiment le sens profond de cette pédagogie pour vraiment comprendre pas de je fais comme ci, comme ça parce que c'est Montessori, je fais du Montessori parce que c'est à la mode, etc. Non, c'est vraiment de vous dire je comprends la pensée de Maria Montessori et moi je m'adapte à mon enfant parce que c'est ça, hein, cette pédagogie. C'est pas faire du Montessori, c'est pas un dogme qu'on met en place, une recette de cuisine qu'on met en place. C'est je comprends les valeurs de cette pédagogie, tout ce que nous a inculqué Maria Montessori et je l'adapte en fonction de mon enfant parce qu'il a des besoins qui lui sont propres et un développement qui lui est propre. Et je m'adapte à lui et à moi et à notre vie, à notre lieu de vie, etc. Donc, je vous donne plein d'idées de matériel dans le programme. Je vous donne, enfin, en vidéo, et je vous donne aussi, je vous dis comment aménager l'espace chez vous, votre lieu de vie pour favoriser les apprentissages autonomes de votre enfant. Plein de choses, pas que dans sa chambre, c'est plein de détails. Je vous donne un exemple. Je donne souvent cet exemple, c'est, vous savez, le porte-manteau dans l'entrée à sa hauteur, pour qu'on n'ait pas toujours à nous à prendre son manteau et à l'accrocher là-haut. Non, le fait d'accrocher son manteau à sa hauteur, ça va lui apprendre à le faire. C'est un geste qui au début n'est pas forcément facile. Ça va lui, à force de le faire, il va y arriver, donc il va être autonome, il va avoir confiance en lui. Il va se dire ah ouais, je suis capable de le faire. 4, je vais y arriver. Ça l'incite à coopérer à la vie de famille, parce que ah ouais, moi je suis un membre à part entière de cette famille. C'est pas toujours papa et maman qui mettent mon manteau là-haut sur leur porte-manteau. Non, j'ai mon porte-manteau à moi, à ma hauteur, et parce que je fais partie je suis un membre à part entière de cette famille. Et quand votre enfant est beaucoup plus dans la coopération comme ça change tout à la maison. Mais vraiment, parce qu'en fait, il fait les choses avec enthousiasme. Il n'est pas obligé de suspendre son manteau. Il le fait avec plaisir, avec enthousiasme. Je ne vous dis pas que ce sera tout le temps le cas, mais souvent, ils sont juste contents de participer, de faire par eux-mêmes, tout simplement. Donc, on parle de l'environnement Montessori, de comment aménager votre lieu de vie pour son autonomie, ses apprentissages autonomes.
dans la salle de bain, partout, dans la cuisine, évidemment, il y a plein de choses des petites choses à mettre en place pour l'autonomie de notre enfant, pour qu'il coopère à la vie de famille, dans le jardin, sur le balcon, la terrasse, enfin tout ça, l'escalier si vous en avez un, enfin vous voyez tous les espaces de la maison. Et puis surtout, je vous aide à... En fait, Maria Montessori, ce qu'elle nous a transmis, je pense, de plus cher, c'est la connaissance de l'enfant, de ce qu'il vit, de ses émotions, de ce qu'il traverse, ses périodes sensibles, son esprit absorbant, parce qu'ils ont tous en eux un potentiel infini qui ne demande qu'à être révélé. Et dans le programme, c'est justement ce que je vous aide à comprendre. Et quand vous avez cette connaissance de l'enfant, alors, quand il crie, quand il se roule par terre, quand il pleure, etc., vous comprenez, vous ne voyez pas juste la façade des cris, des pleurs, vous voyez ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il exprime derrière? Et quand on comprend ce qu'il y a derrière, franchement, c'est beaucoup plus facile d'être zen, de garder son calme. C'est mathématique presque, vraiment. Parce qu'on est dans l'empathie avec lui, on est dans la compréhension. Ça ne veut pas dire céder, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pas du tout céder, mais c'est je comprends ce qu'il vit à ce moment-là, je sais pourquoi il réagit comme ça, voilà comment je l'apaise et voilà ce que je peux lui enseigner une fois qu'il est apaisé. Et ça, vraiment, dans le programme, vous en imprégnez et après, c'est hyper naturel pour vous, vraiment. Et c'est ça qui était important pour moi de vous transmettre, c'est que vraiment, ce soit quelque chose de naturel pour vous, que ce soit pas poussif. La pédagogie Montessori, c'est pas poussif, c'est du bon sens. Quand c'est bien expliqué, et c'est ce que je vais essayer de faire au maximum dans le programme, quand c'est bien expliqué, c'est naturel et c'est facile, vraiment. Et c'est pas du tout ce que j'avais comme perception au début, quand j'ai découvert ça sur Internet, même dans les quelques livres que je lisais, etc., je me disais, mais en fait, j'avais l'impression de mal faire, de pas savoir vraiment par où commencer. Et au final, en me formant, je me suis aperçue que c'était juste hyper simple. Et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans ce programme qui contient 30 heures de vidéos et qui vous accompagne vraiment jusqu'au bout, pendant vraiment toutes les premières années de vos enfants. Parce que le matériel, c'est vrai, le matériel, il est il commence à la naissance et puis même après jusqu'à beaucoup plus tard, 6, 7, 8, 9 ans, jusqu'à environ 9-10 ans, je dirais, parce qu'il y a des activités de géographie, de botanique, de mathématiques, de langage qui peuvent vraiment être super parce que c'est de la manipulation et c'est hyper concret, c'est ludique, ça donne envie à l'enfant qui est en élémentaire et qui est sur du 2D, sur des feuilles, il écrit, des cahiers, etc. toute la journée, mais il a envie le soir de manipuler. Et c'est des activités qui lui apprennent quelque chose tout en étant dans le sensoriel, dans la manipulation et donc dans quelque chose d'hyper ludique. Donc c'est pour ça que les activités Montessori, elles sont, les enfants les adorent, mais à partir du moment où on sait quoi leur proposer, à quel moment leur proposer selon leur période sensible, etc. Ça, on en parle beaucoup dans le programme pour trouver la bonne fenêtre de tir et ne pas louper des étapes. Et puis, donc, quoi leur proposer, quand leur proposer et comment leur amener pour que ça les captive. Parce qu'il y a aussi une façon d'amener les choses. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, ce programme, c'est un programme du coup vidéo, de 30 heures de vidéo, mais je précise quand même que chaque vidéo est aussi disponible en audio et en fiche PDF que vous pouvez imprimer. Et du coup, vous pouvez même, vous voyez, l'audio et les vidéos, vous pouvez les avoir sur votre ordinateur, sur votre tablette et sur votre téléphone. Donc, quand vous êtes dans les transports, en voiture, etc., vous pouvez suivre le programme. Je sais que j'avais une maman qui me disait, parce que c'est un programme qui existe depuis 2 ans et demi, donc il y a plus de 2000 membres aujourd'hui qui se sont inscrits à ce programme. Et j'ai une maman la dernière fois, enfin non, il y a plusieurs semaines, qui me disait, moi j'adore, c'est quand je repasse. Quand je repasse, je te mets parce que j'ai l'esprit libre quand je repasse, je pense à rien. Donc elle me mettait sur sa tablette à côté de la table à repasser et elle m'écoutait comme ça, etc. Donc voilà, c'était sa façon à elle de suivre le programme. Et elle me disait, j'étais connectée à toi pendant mon repassage. Et c'est comme ça qu'elle a suivi le programme. Voilà, chacun fait à sa façon. Comme je vous disais, il n'y a pas de rendez-vous. C'est très flexible, que ce soit à 6 heures du matin, à minuit. Vous lancez les vidéos quand vous voulez.
Vous les arrêtez quand vous voulez dans votre espace membre et vous avez un accès illimité à tout le programme, tout le contenu. Ça veut dire que les mamans, je sais que parce qu'il y a des mamans, il y a quelques-uns qui m'ont écrit, qui m'ont dit, moi, je me suis inscrite au tout début. Il y a Meggy, par exemple, qui a fait si vous êtes sur Instagram, j'avais posté son témoignage sur le programme parce elle m'a écrit en me disant, mais il faut absolument que tes abonnés s'inscrivent parce que ce programme a transformé ma vie, a transformé ma parentalité. Et du coup, j'avais mis son retour qui était adorable en story sur Instagram. Et elle, Meggy, par exemple, elle me disait, et d'autres aussi, maman qui s'était inscrite il y a 2 ans et demi, elle m'a dit, moi, je me connecte encore aujourd'hui pour aller voir les activités parce que mon enfant a grandi, il a 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, au début, c'était à la naissance, aujourd'hui, il a 2 ans. Ou bien, au début, il avait 4 ans et maintenant, il a 6 ans ou 6 ans et demi. Et du coup, il y a des activités pour leur âge maintenant. Donc, voilà, elles se connectent encore au bout de 2 ans et demi. Donc, vous pouvez voir et revoir et revoir à l'infini chaque vidéo, vraiment. Que ce soit les vidéos de matériel comme les autres vidéos de tout le programme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce programme. Oui, complètement. Il y a Abdel Djilil qui dit éloignez vos enfants des smartphones et des tablettes, c'est un outil très nocif à leur éducation et donc à leur future construction psychologique future. Le résultat est visible, une génération tanguie. Oui, c'est un petit peu radical, mais il faut être pédagogue, intuitif et détricoter les choses. Merci et bonne continuation. C'est vrai. De toute façon, j'ai fait une vidéo effectivement là-dessus sur c'est très juste. Voilà, il faut faire attention aux écrans. J'avais fait une vidéo là-dessus et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le programme de les écrans, comment amener les écrans, comment ne pas créer de conflits autour des écrans, etc. Pauline qui me dit bonjour, suite au sujet sur les activités Montessori, comment savoir si c'est le bon moment ou non. Ça, c'est vraiment une question qui mérite d'aller vraiment dans le détail parce que ça dépend de la période sensible de votre enfant, ça dépend aussi au moment T où on lui propose l'activité, dans quel moment il est, etc., dans quel moment nous on est. Enfin bref, il faut trouver le bon moment. Et ça, c'est quelque chose que je décris vraiment de manière poussée dans le programme pour être sûr de faire en sorte que nos enfants soient captivés et attentifs et qu'ils puissent tirer de ces apprentissages vraiment tout ce qu'ils ont à en tirer, tout le bénéfice de chaque activité. Parce que souvent, c'est vrai qu'on leur propose des activités, c'est pas forcément dans les bonnes doses, au bon moment, etc. Et ils s'en détournent, ils s'en fichent, ils jettent le matériel, ils vont faire autre chose, etc. Et donc là, tu vois, Pauline, je vais pas. Là, je pense qu'on va bientôt arrêter le live. Je vais pas me lancer là-dedans. Je vais juste te dire qu'effectivement, on y répond de manière très poussée dans le programme Le Bonheur en famille avec Montessori. Léa qui me dit merci beaucoup Cyrielle, je suis assistante maternelle et je modifie ma façon de travailler grâce à vos partages. Bonne fête de fin d'année et à très vite. Merci Léa, ça me réjouit de lire ton commentaire. Je suis très émue de lire ça et très contente. Merci beaucoup. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous rappelle que le programme Le Bonheur en famille avec Montessori, si vous avez envie de transformer votre vie de famille, si vous avez envie de rendre vos enfants plus autonomes, de vivre une parentalité plus apaisée, de construire une relation harmonieuse avec vos enfants, eh bien, ça se construit maintenant quand ils sont encore petits, ils ont encore la vie devant eux et ils sont en train de se construire leur sécurité intérieure, leur façon de voir la vie, d'apprendre. Si on leur apprend aujourd'hui d'aimer apprendre, le goût des apprentissages, c'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie. Si on leur apprend aujourd'hui à être autonomes, si on leur permet d'être autonomes en aménageant la maison chez nous, en leur proposant des activités qui développent leur autonomie, alors forcément on renforce leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux, et c'est des choses qui se construisent aujourd'hui petit à petit, parce que je suis sûre que si je vous demande quelle qualité vous avez envie que vos enfants aient plus tard, vous allez me dire qu'ils soient autonomes, qu'ils soient responsables, qu'il ait confiance en lui, etc. Et toutes ces choses-là, c'est pas à 15 ans, à 20 ans qu'on leur apprend, c'est maintenant que ça commence.
en plantant des graines aujourd'hui. Donc, voilà. C'est ce à quoi ce programme est destiné, c'est à partir sur des bonnes bases, en quelque sorte. Et je souhaite que ce programme vous accompagne, et il est à moins 70%. C'est pour ça qu'il est à ce tarif-là jusqu'à ce soir minuit, pour que le maximum de familles puissent en profiter. Moi, ma mission, c'est de partager la pédagogie Montessori, et que ce ne soit pas juste limité à ceux qui ont la chance d'aller dans les rares écoles Montessori de France et qui sont chères aussi. Non, c'est de pouvoir démocratiser la pédagogie Montessori, mais de la démocratiser, de démocratiser la vraie pédagogie Montessori, et pas juste en pensant que c'est du matériel, des activités, ou un lit cabane, ou aménager la chambre. Non, c'est vraiment une façon de voir l'éducation, une façon de regarder nos enfants, une façon de les observer, une façon aussi de nous concevoir notre accompagnement, notre posture d'adulte avec bienveillance, tout en sachant mettre un cadre clair et structurant. Et ça, c'est précisément ce que je vous transmets dans ce programme Le Bonheur en Famille avec Montessori. Donc, je vous remets le lien en commentaire, et ce sera en story sur Instagram. Il est déjà en story sur Instagram, le lien pour profiter de la promotion avant minuit. Et vous avez 7 jours, je vous rappelle, pour voir si le programme vous plaît ou pas, et pour me demander un remboursement si jamais ça ne correspond pas à vos attentes. Mais au moins, vous aurez essayé, et c'est ce à quoi cette garantie sert, c'est au moins pour tenter, pour tenter l'aventure Montessori. J'ai très peu de demandes de remboursement, donc je me permets vous voyez, de proposer ça. Mais quand on commence à goûter à la pédagogie Montessori et à voir les effets sur nos enfants, on voit à quel point ça transforme notre regard sur eux, et à quel point ils se sentent apaisés. Ça change tout. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. Je le vis encore comme ça au quotidien. Et je me souviens des premières fois quand je sortais de ma formation Montessori, je me disais, mais j'avais des étoiles dans les yeux. Vraiment, ça brillait en moi. Ça brillait là. Je retrouvais mon enfant, et je voyais à quel point ça changeait tout dans ma relation avec lui, dans ma façon de considérer ma parentalité. Et c'est ce que c'est ce que j'ai souhaité vous transmettre en créant ce programme. Donc, j'espère que ça vous accompagnera autant que ça a accompagné tous les membres qui se sont inscrits depuis 2 ans et demi. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre présence à ce live. Je vous retrouve dans le programme pour ceux qui ont décidé de tenter l'aventure. En tout cas, c'est avant minuit. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Horizon Famille pour continuer de parler de la pédagogie Montessori. On se retrouve dans le programme pour aller toujours plus loin. Belle soirée à vous, à très bientôt, et merci encore et bravo de votre présence. À bientôt.